Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Apolline de Malherbe. Bienvenue dans BFM Politique. C'est la rentrée, beaucoup de choses vont se passer à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de Paris, vous êtes le chef des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale. Mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier à Villeurbanne. À 16h30, un homme a attaqué à coups de couteau des passants à la sortie du métro. Un homme de 19 ans est mort, 9 autres ont été blessés. 3, à l'instant où on se parle, sont entre la vie et la mort. L'attaquant avait 33 ans, afghan, demandeur d'asile. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Il s'agirait d'un homme perturbé. Est-ce que pour vous, il faut traiter cela comme un drame isolé, ou est-ce que le profil de l'assaillant laisse à ouvrir d'autres réflexions? Alors d'abord un mot, je pense que nous ne pouvons tous qu'être bouleversés par les images que vous diffusez depuis ce matin. Nous avons une pensée évidemment pour la victime, pour sa famille, et aussi pour les autres victimes, notamment les 3 blessés qui sont entre la vie et la mort. J'espère que nous aurons très rapidement des nouvelles rassurantes les concernant. Ensuite, il y a la dimension politique. Et je dois vous dire très franchement que les commentaires politiques que j'ai entendus d'un certain nombre de leaders de l'opposition depuis ce matin m'écœurent. Pourquoi? Parce que pourquoi faudrait-il qu'un demandeur d'asile ait une prédisposition particulière à commettre des crimes et qu'un Français tout à fait en règle, né en France, en règle notamment, soit totalement à l'abri de tout risque de participation à un fait divers, aussi choquant soit-il, et celui-là l'est énormément. Alors, nous n'avons aucune preuve, à l'heure, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, du moindre lien entre ces deux choses. Et faire de l'instrumentalisation politique à l'occasion d'un drame, en effet, qui nous bouleverse tous, c'est profondément choquant. Ça n'est pas l'idée que je me fais de la politique. Alors précisément, vous évoquez les réactions de l'opposition, les premiers à s'être saisis de ce drame, c'est le Rassemblement national, d'abord par la voix de Marine Le Pen qui dès hier s'exprimait sur Twitter et qui disait de nationalité afghane, l'un des suspects de l'attaque au couteau de Villeurbanne est par ailleurs demandeur d'asile, et elle ajoutait: la naïveté et le laxisme de notre politique migratoire menacent gravement la sécurité des Français. Et Jordan Bardella, le gagnant des élections européennes, lui-même figure du Rassemblement national à l'Assemblée de Bruxelles et de Strasbourg, était sur notre antenne ce matin. Je pense que la première des mesures est de mettre fin à l'immigration. Je pense que les demandes d'asile doivent être traitées dans les pays d'origine, parce qu'on voit que, comme c'est le cas pour cet Afghan, les demandes d'asile sont effectuées en France, les demandeurs d'asile sont déboutés et ils ne sont pas reconduits chez eux. Il faut effectivement mettre fin à l'immigration clandestine, il faut mettre fin au laxisme judiciaire et il faut la tolérance zéro avec ceux qui importent dans notre pays la violence, le chaos et ce type d'actes barbares. C'est à ces réactions-là que vous faisiez référence? Évidemment, mais nous connaissons cette rengaine. Mais pour autant, je ne sous-estime nullement l'importance que revêt la question migratoire en Europe, dans notre pays et dans l'esprit des Français. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne restons pas inactifs. Nous avons voté une grande loi sur ces questions, appelée précisément asile, immigration, intégration, parce que c'est bien des 3 sujets qu'il s'agit. Et nous allons avoir, précisément, vous parliez de notre rentrée parlementaire, le 30 septembre, un grand débat à l'Assemblée nationale, auquel participeront évidemment toutes les forces politiques, avec un engagement de nombreux ministres et qui permettront de faire un état des lieux et de voir qu'ici, sur certains sujets, il y a des choses à faire bouger. Mais encore une fois, ça, c'est l'esprit responsable. Oui, c'est vrai, il y a un problème d'immigration lié à tout ce que vous savez, les risques politiques, les risques climatiques, les risques économiques. Nous devons le traiter. Nous savons parfaitement que la solution se retrouve surtout au niveau européen. Mais dans l'esprit de nos concitoyens, il existe ce problème. Et donc, notre devoir est de l'entendre et d'apporter des réponses, mais pas dans le simplisme, la démagogie et la caricature. Quand vous dites, il y a dans l'esprit de nos concitoyens, au-delà de la question éventuelle de la récupération politique, qu'est-ce que vous sous-entendez par rapport à ces réactions politiques, le fait qu'il le profil, c'est-à-dire afghan, demandeur d'asile, et la nature de l'attaque au couteau, est-ce que vous comprenez que ça ait pu inquiéter au minimum au moment où on a appris l'attaque? Mais c'est pas seulement inquiéter, c'est bouleversant. Les images, le mode d'intervention du criminel est profondément choquant, profondément bouleversant. Donc, mais vous savez, faire de la politique, ça n'est pas surfer sur les peurs, ça n'est pas céder à la démagogie, c'est trouver les bonnes solutions aux problèmes, y compris les plus aigus,
Et je sais parfaitement que l'immigration, dans l'esprit de nos concitoyens, est un problème aigu. Et il y aura donc ce débat, disiez-vous, fin septembre. Passons à ce qui va faire la rentrée politique. D'abord, une question, est-ce que vous avez peur du retour des Gilets jaunes? Non, je n'ai pas peur. D'abord, vous savez, la peur est très très mauvaise conseillère en politique. Est-ce que vous redoutez? Non, ce que je sais, c'est que la crise n'est pas terminée. Ça, c'est vrai. Mais elle a changé de nature grâce notamment aux réponses que nous avons su lui apporter, que le président de la République nous a invités à apporter autour de lui et derrière lui depuis le printemps, l'hiver et le printemps dernier. Est-ce que c'est par crainte d'un retour, d'un conflit sous une forme ou sous une autre, que le président recule sur les retraites? Mais le président ne recule pas, mais absolument pas, Pauline de Malherbe. Nous allons faire la réforme la plus ambitieuse qui n'ait jamais été faite dans notre pays sur tous les sujets confondus au cours de cette deuxième moitié de quinquennat. C'est la réforme des retraites. J'ai cru comprendre que nous y rentrerions dans le détail. Donc, le président de la République ne recule en rien. En rien. Emmanuel, Par contre, pour répondre à votre reviendra question, sur les détails, mais moi, je voudrais quand même comprendre ce qui fait que ce rapport de Levoy, les réflexions qui ont pu être faites jusqu'à présent sur les retraites, et puis tout d'un coup, on rouvre tout et on dit bah, ce sera peut-être ci ou ce sera peut-être ça. Non, attendez. Il y a un débat sur beaucoup de sujets, et il était d'ailleurs ouvert par le rapport de Levoy, qui ne fermait pas toutes les portes, qui ne disait pas ça sera comme ça et pas autrement. Là, mais il y a une chose, non mais attendez, parce que vous m'avez lancé sur les gilets jaunes. Il y a quand même une chose que fermait ce rapport de Levoy, c'était le débat. Le début même du rapport de Levoy, il suffit de regarder les premiers mots du rapport de Levoy, c'est écrit noir sur blanc sur Internet. Le président de la République et le Premier ministre m'ont chargé auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé de préparer la création du système universel de retraite, en coordonnant les travaux nécessaires et en organisant la concertation avec les principaux acteurs. Le temps est venu de rendre compte. La concertation, le débat. Il y a eu 18 mois de réflexion engagée par Delevoye et tout d'un coup on nous dit on va rouvrir un an de débat. Non, d'abord la question de un an est à mon avis en débat. Le sujet n'est pas là et je vais le rejoindre justement avec les gilets jaunes. La question des un an de débat est en débat. Absolument. Les gilets jaunes nous ont appris une chose utile et que nous avons suivi immédiatement à la lettre grâce au grand débat national imaginé par le président de la République. C'est que les Français étaient probablement prêts aux grandes transformations dont notre pays a besoin, mais qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec la manière dont nous procédions. Ils voulaient que nous le fassions, certes pour eux, mais aussi avec eux. Et que nous soyons capables de les écouter. Alors c'est très intéressant la réforme des retraites. C'est bien d'écouter les Français, mais là on a quand même l'impression que vous nous rejouez le jeu du grand débat. Non, alors vous pouvez le dire comme ça et ça me va très bien. Précisément. Vous assumez. Parce que précisément, dans la phase préparatoire des recommandations de Jean-Paul Delevoye, la négociation s'est faite beaucoup avec les partenaires sociaux, un peu aussi avec les Français. Nous sommes allés à leur rencontre. Ce que le président de la République a déclaré il y a une dizaine de jours, c'est qu'il voulait une grande consultation des Français. Ça n'empêche pas la poursuite des discussions avec les syndicats. Le Premier ministre va commencer à les recevoir cette semaine. Mais nous allons en effet lancer une grande consultation des Français. Sous quelle forme ? Un peu sur le modèle du grand débat national. Je crois que le gouvernement va se réunir en séminaire la semaine prochaine, enfin la semaine qui commence demain. Nous en saurons un peu plus sur les modalités, mais je ne serais pas surpris que dans l'esprit, et y compris avec les moyens mis en œuvre, le recours aussi à l'Internet, qui est un moyen utile et facile de pouvoir consulter beaucoup de monde à la fois, je ne serais pas surpris que la méthode proposée ressemble en effet comme deux gouttes d'eau au grand débat national. Quand je vous ai parlé des un an de débat, je ne reprenais que les mots de Gérald Darmanin, le ministre du Budget, qui lui évoquait un débat d'un an. Vous m'avez dit c'est en débat. Ça veut dire quoi? Ça vous paraît trop long? Vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'un an? Il faut que la négociation, la concertation et la consultation avec les Français soient utiles. Donc ne nous enfermons pas d'emblée dans un délai. Je dis simplement que en aucun cas, Apolline de Malherbe, mais en aucun cas, consultation, concertation signifie enterrement. Jamais nous aurons un projet de loi sur les retraites dans le courant de l'année 2020. J'en fais le pari. Alors précisément, vous dites dans le courant de l'année 2020, ça devait être avant fin 2019. Ça veut dire que ça arrivera chez vous à l'Assemblée quand, ce projet ?
Je ne le sais pas, puisque je viens de vous dire que ça dépendra de la question de la durée du grand débat, vous comprenez bien qu'elle a une conséquence immédiate qui est quand est-ce que ça arrive chez vous ? On en reparlera tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse plus que le calendrier, c'est le contenu. On en reparlera, on en discutera, mais parce vous que êtes bien j'ai des d'accord choses à vous dire anodin. là-dessus. Il n'est pas anodin, ce calendrier. Non, il y a n'est quand pas même l'élection anodin, municipale. sauf qu'il y a une chose qui est certaine, et que nous avons dit aux Français pendant la période de gestation du projet, c'est que de toute façon, la réforme ne s'appliquerait que aux personnes qui, au moment du vote, c'est-à-dire dans le courant de l'année 2020, ne prendront leur retraite qu'après 5 ans. Donc de toute façon, si on perd quelques mois sur la présentation du projet et sur son vote, honnêtement, c'est marginal. Ce que je veux affirmer, c'est que ce projet, c'est un projet de l'acte 2 du quinquennat. Il y a un autre projet qui va arriver très vite, pour le coup, à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi bioéthique, qui inclut notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ça sera examiné dès septembre à l'Assemblée nationale. Vous avez promis une liberté de vote pour le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire qu'ils pourront voter contre, et s'ils votent contre, qu'ils ne seront pas exclus ? Alors, nous sommes déjà au travail depuis lundi. La commission spéciale bioéthique siège depuis lundi. Cette commission spéciale, c'est moi qui l'ai voulu. C'est une des rares prérogatives du président du groupe majoritaire. Pourquoi j'ai voulu une commission spéciale ? Précisément pour que nous transcendions le plus possible les opinions. Que ça ne soit pas le monopole de la commission des lois ou de la commission des affaires sociales. Mais vous avez le sentiment que votre groupe est quand même plutôt globalement... Oui, je vais vous répondre. Et qui plus est, j'ai voulu que des responsables, rapporteurs, ou la présidente de la commission elle-même, ne soient pas de notre mouvement, pour que précisément nous rentrions dans ce débat avec une idée de tolérance, de respect mutuel, d'écoute et de doute. Parce que ces questions sont d'une complexité inouïe, qu'elles touchent à l'intime des personnes, et pas simplement de nos concitoyens ou des personnes qui nous ont portés au pouvoir. Chacun d'entre nous, tous les parlementaires, vous êtes venus effectivement avec des parlementaires ont des convictions. Et sur ces sujets, ces convictions sont guidées bien plus par la culture, les convictions, le cas échéant la foi, ça ne regarde que, plus bien souvent que par l'engagement politique. Néanmoins, oui, cette spécificité justifie absolument une liberté de vote, elle est reconnue pour tous les membres de mon groupe, et elle s'exercera à l'initiative des individus. Simplement, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que cette réforme sera votée. Elle sera votée par une écrasante majorité de la majorité, mon groupe, La République En Marche, le MoDem, certainement, je ne parle pas en son nom, peut-être d'autres élus, sur d'autres bancs. Ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, ce débat qui commence à la commission spéciale soit serein, qu'il fasse la fierté de notre Assemblée nationale. Les Français ne veulent pas que sur ces sujets, nous livrions à de la politique politicienne, à des chicayas, à des excès de langage, à des excès d'attitude. Et ce que j'ai vu depuis 5 jours de la commission spéciale me donne plein espoir que ce sera le cas. Autre question de discipline, la question de la bataille à Paris. Cédric Villani, c'est plutôt un secret de polichinelle désormais, sera candidat malgré l'investiture qui a été donnée à Benjamin Griveaux. Est-ce que vous avez décidé qu'il sera exclu de La République En Marche ? Alors, d'abord, pour moi, il n'y a qu'un seul candidat à La République En Marche, c'est Benjamin Griveaux. Et en tant que responsable de la majorité et en plus député de Paris, c'est lui que je soutiens. Je suis extrêmement intéressé par les premières pistes qu'il a tracées sur son programme, qui consiste à aller au plus près de la vie quotidienne des Parisiens. Et je suis sûr qu'il saura conquérir le cœur des Parisiennes et des Parisiens. Sauf que Cédric Villani va se lancer et qu'il est aujourd'hui député avec votre étiquette. Absolument. Et alors, la question de l'exclusion, d'abord, elle n'est pas de la compétence du président du groupe. Néanmoins, j'ai un avis sur cette question, et je vais vous le dire. Je suis contre toute forme d'exclusion ou de sanction vis-à-vis de Cédric Villani ou vis-à-vis de ses éventuels soutiens. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que précisément, je veux la victoire de Benjamin Griveaux. Et que la victoire de Benjamin Griveaux, elle passera forcément par un rassemblement. Je me projette déjà dans le coup d'après. Cette division, elle n'a pas vocation à perdurer. Déjà, il faut penser au rassemblement. Et si on veut penser au rassemblement, le meilleur moyen de le préparer n'est certainement pas de créer des clivages par des sanctions, par des exclusions. La deuxième raison, c'est que je sais parfaitement que et Benjamin Griveaux et Cédric Villani suscitent des intérêts ou des soutiens variés chez les marcheurs
et chez les députés. Et chez les députés. J'ai juste une dernière question là-dessus. Attendez, Si vous imaginez le rassemblement, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, Cédric Villani, s'il créait une forme de dynamisme, eh bien, au fond, qu'à ce moment-là, ce soit Benjamin Griveaux qui, dans un second temps, se rallie à lui? Je ne spécule sur rien de la sorte. Je vous le redis, pour moi, il y a un seul candidat investi par En Marche, c'est Benjamin Griveaux, je le soutiens. Mais là où je suis, comme président de groupe, comme marcheur de la première heure, je suis extrêmement soucieux de l'unité des marcheurs, de l'unité du groupe que je préside, et je me battrai comme un lion pour que cette unité soit protégée. Et donc permettre éventuellement la réconciliation.